Maher Guven nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous publiez votre premier roman aux éditions Philippe Rest, ça s'appelle Grand Frère. Je précise aussi que vous êtes le directeur exécutif de l'hebdomadaire français Le 1 et vous êtes en lice pour votre premier roman pour le prix Médicis. Réponse le 13 novembre, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors vous nous plongez au cœur d'une famille française, une fratrie en fait, qui se déchire autour d'un grand frère qui est chauffeur de VTC et d'un petit frère qui lui est parti par idéalisme en Syrie. Parlons d'abord de celui qui est un des personnages centraux de votre roman, le grand frère. Quel est son quotidien au juste? En fait, l'idée m'est venue d'écrire ce roman. J'étais assis à l'arrière d'un Uber, donc d'un VTC. Ouais. Et puis je me suis dit, tout le monde trouve que c'est formidable Uber. Le VTC, on dit, ah, c'est l'emploi pour les jeunes, c'est la technologie, etc. Ouais. C'est vrai que pour les clients, c'est très bien. On appuie sur un bouton, la voiture arrive, 4 minutes, 3 minutes, 11 euros, 12 euros, 17 euros. Tout le monde est content. Mais qu'est-ce qui se passait si je passais de l'arrière de la voiture à l'avant de la voiture? Est-ce que finalement ce n'est pas une sorte de mirage? Un peu d'argent, un costume? Est-ce que finalement ce n'est pas s'ouvrir au monde en s'enfermant dans une voiture? Donc j'ai voulu raconter ça. Et donc comme on prend beaucoup de Uber, l'enquête a été assez facile puisqu'on bavarde rapidement avec les gens. Et ça veut dire que ce grand frère, c'est ce qui transparaît de votre roman, il n'a pas accès à ce qui se passe derrière le pare-brise? C'est très difficile pour lui. En fait, ce qu'il y a derrière le pare-brise rentre dans la voiture de temps en temps. Ouais. Il bavarde, mais ça s'arrête là. Il n'a pas la chance de descendre avec le journaliste qu'il a rencontré pour monter en studio ou enquêter. Il n'a pas la chance de partir avec la fille qu'il a emmenée au restaurant, etc., etc. Votre roman a donc une dimension éminemment sociale puisque vous épinglez d'une certaine manière l'ubérisation, vous essayez en tous les cas de la comprendre. En tout cas, il y a un grand écart entre ce grand frère et le petit frère qui lui a décidé de partir en Syrie. Qu'est-ce qui va l'amener à quitter sa famille pour rejoindre une zone de guerre? En fait, je me suis toujours interrogé aussi sur mais pourquoi ces jeunes partent en Syrie? Alors, on pense à tort souvent que ce sont des zombies. Le zombie, vous savez, dans les films, c'est ce méchant qui vient vous manger sans se poser aucune question. Il est complètement débile, le zombie. Mais en fait, ces gens sont comme nous, ces jeunes. Ils pensent, ils vont aux toilettes, ils respirent, ils aiment, ils haïssent. Donc, ils veulent aider leurs prochains parce que d'ailleurs, lui, il ne parle pas pour combattre et pour tuer, mais pour être engagé comme infirmier par une organisation humanitaire musulmane. Exactement. Et donc, je me suis rappelé un papier qu'on avait publié de Régis Debray dans le 1 qui racontait son propre départ auprès de Che Guevara. Ouais. Et en fait, Régis Debray, il n'est pas parti pour tuer des gens là-bas. Il est parti pour sauver les Sud-Américains de l'oppression capitaliste. Donc, il avait son propre idéal, qui n'était pas partagé par les Français à l'époque, ou en tout cas une grande partie des Français. Et donc, les jeunes qui partent, ils ont un autre idéal. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas liberté, égalité, fraternité. Mais ils en ont un, et donc ce sont des humains, et donc on peut les comprendre. Et donc, du coup, notre ami petit frère, il part par idéalisme pour sauver les gens, puisqu'il considère que sa propre destinée ici ne lui suffit pas. Il est infirmier dans un grand hôpital, mais sauver des gens qui ont des problèmes cardiaques, etc., ne l'intéresse pas. Lui, il veut rentrer dans le dur, dans le concret, aider les miséreux. Et donc, du coup, il court auprès de la plus grande détresse qui existe en ce moment, qui est en Syrie. Et en plus, son père est syrien, il est métis, il ne connaît pas ce pays, donc il veut foncer. Et en tous les cas, comme pour tous ceux qui restent en France, notamment en Europe, par exemple en Belgique, c'est très difficile. Comment le grand frère vit-il ce silence, le père aussi? En fait, c'est au cœur du roman. J'ai essayé de me dire qu'est-ce qui se passerait si ma sœur ou si j'avais un frère, il serait parti. Comment je vivrais la situation? C'est très compliqué, vous avez vos proches déjà. Beaucoup de gens vont dire « Ah, mais l'éducation que vous lui avez donnée, ou le quartier où vous l'avez fait grandir, ou l'école où vous l'avez envoyé. » Une fois que tout ça est fait, qu'est-ce que vous pouvez changer à ça? Rien du tout. Et puis vous vous dites, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'on peut l'aider? Donc vous vous posez toutes ces questions, ça plombe votre quotidien. Puisque comme tout le monde, vous préférez aller regarder le match du PSG ou, je sais pas moi, acheter une pizza. Non, vous avez toujours ce petit signal quelque part à côté de vous qui vous dit que ça ne va pas et qu'il y a quelque chose qui vous pique le cœur. Et on guette l'interphone notamment parce que parfois il peut y avoir le miracle entre guillemets, on ne va pas tout raconter, mais là en l'occurrence, il revient. Mais là en l'occurrence, un jour il revient. Donc on ne va pas raconter toute l'intrigue. Ne dites pas tout. Mais le petit frère revient, assez tôt dans le livre quand même, et c'est le cœur de l'intrigue. Pourquoi il revient? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que sa tête est revenue? Est-ce que son corps est revenu et sa tête n'est pas revenue? C'est toute l'intrigue du livre. Planer le doute. Exactement. Ouais. Alors, c'est donc l'histoire poignante d'une famille franco-syrienne, vous l'avez dit.
Au fond, qu'est-ce que vous avez cherché à capter si on essaye de mettre du lien entre le début de notre entretien et ce que vous venez de dire, à savoir entre cette ubérisation, en tout cas un malaise économique et social et un mal-être aussi existentiel. Qu'est-ce que vous avez essayé de déceler au fond, qu'on ne voit peut-être pas forcément lorsqu'on essaie d'expliquer un attentat comme ceux par exemple du 13 novembre 2015 en France ou ceux qui ont frappé Bruxelles? Écoutez, il y a beaucoup d'éléments, il y a énormément d'éléments. Moi je suis quelqu'un, on considère que j'ai réussi dans la vie, j'ai un travail, etc. Mais je ressens moi aussi un malaise en tant que jeune. J'ai 31 ans. Vous voyez, dans ce roman, il y a une langue qui est employée, qui est la langue des quartiers, que j'ai un peu aménagée pour qu'elle soit compréhensible. Mais quand je parle à des gens de 55, 60 ans, je ne veux pas les stigmatiser, mais comment tu connais cette langue? Mais toute ma génération la connaît, cette langue. On ne la pratique pas au quotidien. Mais au lycée, au collège, on a grandi avec la jeunesse des quartiers populaires. On écoute tous du rap. C'est la musique la plus populaire chez les moins de 35 ans. Et donc, quand cette langue est stigmatisée, ce créole des banlieues est stigmatisé, on est tous concernés. Et en premier lieu, nos amis de collège, de lycée. Donc j'ai voulu raconter ça, tous ces malaises. Et je parlais de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. J'y crois profondément. Mais quand pour certains, elle n'existe pas, eh bien, le rêve français est brisé. Et vous y croyez d'autant plus que c'était pas acquis. Vous êtes né d'une mère turque et d'un père kurde, apatride, précisons-le. Vous avez obtenu votre nationalité française, votre identité nationale à 10 ans, à l'âge de 10 ans. Vous vous en souvenez sans doute pas. Il n'y avait pas de cérémonie, j'imagine, d'attribution à l'âge de 10 ans. Mais comment est-ce que vous avez vécu, vous, justement, cette construction identitaire française? Écoutez, ça s'est fait a posteriori. En tout cas, pour nous, d'avoir obtenu la nationalité française, ça nous a permis, en fait, de se sentir comme les autres et de voter pour ma mère, en l'occurrence. Après, nous, c'était particulier, on n'avait pas le droit de rentrer en Turquie sans ça. On ne pouvait pas aller en Turquie. Donc, une fois qu'on l'a obtenu, on a pu rentrer en Turquie. Mais si vous voulez, a posteriori, vous prenez la question de la nationalité avec beaucoup plus de légèreté, puisqu'à peu de choses près, j'aurais pu être en Italie ou au Canada, là où mes parents auraient obtenu l'asile politique. Du coup, je suis d'autant plus attaché à la France que je suis né ici, j'ai reçu l'éducation ici. Et si peut-être que j'étais né au Canada, j'aurais appelé ça Big Brother ou autre chose. Mais au Québec, non. Ça aurait été grand frère quand même. Au Québec, non. Merci beaucoup, Maher Guven. Votre roman est publié aux éditions Philippe Ray. On vous souhaite donc ce prix Médicis qui sera attribué le 13 novembre. Et je rappelle que vous êtes aussi à l'hebdomadaire français Le 1 en tant que directeur exécutif. Merci à vous. Merci également.